Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme d'habitude, puisque je suis toujours youtubeuse depuis l'ère du Sagittaire, pensez à activer la cloche de notification, à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour vous tenir informé des prochains épisodes et de l'évolution des posts. Alors, ce prochain épisode, il débute tout de suite avec l'ère du Scorpion. Donc, nous avons abordé dans l'épisode précédent l'ère du Sagittaire. Et si vous avez raté cet épisode, je vous invite à aller le regarder pour pouvoir comprendre celui-ci. Alors, pour l'ère du Scorpion, donc c'est une ère qui se trouve à peu près à partir de moins 17 280 et elle symbolise la porte de la connaissance. Donc, c'est une période qui est plutôt caractérisée par l'apparition des premières sépultures et des premiers rites funéraires. Donc, on va débuter, comme d'habitude, par le symbolisme du signe du Scorpion afin de comprendre ses caractéristiques et de pouvoir comprendre évidemment s'il y a eu des liens avec cet âge. Donc, au cœur de l'automne, le scorpion évoque la mort qui s'installe. Donc, les végétaux et les animaux réduisent leur activité, les feuilles tombent, la nuit gagne du terrain sur le jour. Donc, c'est la Toussaint, c'est la période des morts, c'est la période où la barrière entre le monde des morts et le monde des vivants est la plus fine. On peut noter que le scorpion est associé à l'élément eau, donc il s'agit des eaux profondes, sombres, mystérieuses qui évoquent bien entendu le subconscient ou l'inconscient. Donc ce sont les eaux de la mort et de l'oubli, mais aussi de la vie. Donc, pourtant, la vie renaîtra un jour des profondeurs de la matière. Donc l'humus formé par les feuilles mortes formera le terreau d'une nouvelle vie. Donc c'est le principe de mort-renaissance que nous invoque le signe du scorpion. Le signe scorpion, c'est un signe fixe, donc il est lié à l'élément eau, comme je l'ai dit. Donc c'est un principe d'émotivité qu'il partage avec le cancer et les poissons. Donc, si le cancer, par exemple, représente les eaux de la mer, donc l'origine, le poisson représente, lui, l'océan infini, donc le cosmos, c'est-à-dire qu'il est dans la répétition cyclique, et le scorpion, lui, représente le fleuve ou la tourbière qui meurt et revit. Donc il établit une transition entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. Il assure le lien entre l'origine et le cosmos. Donc côté mythologie, ce signe est souvent associé à l'idée de mort. Donc on oublie souvent d'ailleurs que cette idée, elle provient du fait que le signe du scorpion soit lié à Pluton, donc qui est sa planète associée, mais aussi à sa planète opposée qui est Mars, qui va symboliser la résurrection. Donc dans la mythologie grecque, on retrouve le scorpion dans la légende d'Orion, qui était un jeune et beau chasseur qui passait ses journées à courir après les gibiers. Donc un jour, il tomba amoureux de Mérope, la fille du roi Onépion, donc ce roi qui donna son nom à la science du vin qu'on appelle l'œnologie. Si l'accord pour ce mariage était donné lors d'un festin un peu trop arrosé, le délai que lui imposa le roi pour la célébration du mariage l'a profondément mis en colère. Donc on dit qu'Orion, un peu trop alcoolisé, aurait eu des paroles blessantes à l'égard d'Onépion et de sa fille. Donc pour se venger, le roi fit appel à Dionysos, donc un autre compagnon du vin, qui plongea Orion dans une profonde léthargie afin de le rendre aveugle. Donc notre jeune chasseur, il fut alors condamné à errer dans les ténèbres de la nuit. Donc c'est une punition qui est en rapport avec l'aveuglement par le voile de l'ivresse. Donc perdu, Orion décide de consulter un oracle. Donc un oracle, c'est une personne qui a la faculté de comprendre le sens du destin ou d'éclairer sur les événements de la vie. Donc l'oracle lui annonça qu'il retrouverait la vue en marchant vers l'est, en direction du soleil levant, donc la lumière, le lever du jour, etc. Donc ainsi, sa marche, c'est une marche symbolique vers la conscience, vers la connaissance et la clarté. Car Orion, en fait, il vivait dans l'excès et dans la débauche. Donc accompagné de Vulcain, donc le dieu forgeron, il recouvrit la vue, et bien plus encore puisqu'il eut accès à des perceptions bien plus aiguisées et fines que le commun des mortels ne possédait pas. Donc il redevint chasseur et se mit au service de la déesse Artémis. Donc, en continuant son parcours, il fit la rencontre de l'Aurore, donc symbole de naissance, mais aussi de renaissance. Et Aurore tomba amoureuse de lui. Donc, en guise de remerciement, Artémis transforma le scorpion en constellation. Donc, Orion fut lui aussi envoyé dans le ciel sous la forme d'une constellation, et ces deux constellations ne sont jamais visibles en même temps. On a d'ailleurs coutume de dire que le chasseur fuit l'animal ou que l'un chasse l'autre. Donc ce mythe, il signifierait que ce n'est pas depuis les hauteurs de l'esprit que le chercheur peut tirer la joie divine dans l'incarnation. Celle-ci exige en réalité une descente dans les couches profondes de la conscience
afin de les rendre transparents à l'action de l'absolu. C'est pourquoi Orion, donc le mouvement juste de la conscience dans l'incarnation, continue à travailler au royaume d'Hadès, dans l'inconscient corporel, même lorsque le travail a pris fin dans le subconscient et le conscient. Le scorpion, il a aussi une connotation sexuelle, c'est-à-dire que l'aiguillon du scorpion est toujours bandé, donc prêt à piquer tel un pénis en érection, et sa piqûre provoque la mort, ce qui n'est pas sans évoquer la petite mort de l'acte sexuel, donc l'accouplement qui fait un être nouveau, mais qui finira un jour par mourir. Ainsi, le scorpion évoque le mécanisme de la vie, de la mort, de la destruction, de la création, enfin bref, des cycles. Donc en inoculant la mort, le scorpion, il offre la promesse d'une vie nouvelle. Donc il symbolise la mutation, la transformation de soi. Donc paradoxalement, la mort donne l'opportunité à la vie d'aller plus loin. Rien ne meurt, tout se transforme. Donc de même, celui qui se confronte à sa propre haine se donne une chance de comprendre la grande loi, donc la loi d'amour. Donc en conclusion, le scorpion nous invite à nous confronter à la part sombre de nous-mêmes. Donc grâce à lui, on rencontre nos instincts, nos pulsions et notre violence intérieure, donc un peu à l'image d'Orion, et nous voilà confrontés donc à notre énergie vitale, certes dans son côté négatif, mais c'est une rencontre qui est pour le moins éclairante. Donc ici, il s'agira de reconnaître et de comprendre cette énergie fondée sur la mort plutôt que de la refouler. Donc c'est précisément ce qui nous permet d'évoluer, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on évolue, on met à mort finalement l'ancien nous quelque part. Donc on est encore dans ce principe cyclique d'évolution, c'est-à-dire que la personne qu'on était hier ne sera pas la personne qu'on sera aujourd'hui ni demain. Alors, donc côté histoire pour l'ère du Scorpion, au Paléolithique inférieur, on retrouve des fractures et des traces de découpe qui avaient déjà été relevées sur des squelettes anténéandertaliens, donc du site d'Atapuerca en Espagne par exemple, daté de moins 800 000 ans. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des rites funéraires, mais ce n'étaient pas forcément des rites funéraires accompagnés de grandes sépultures. On enterrait simplement les morts, mais il n'y avait pas forcément d'objets, par exemple, ou de rites associés aux morts. Mais on continue à en trouver sur des sites du Paléolithique moyen comme Caprina en Croatie. Donc ces os révèlent un traitement post-mortem particulier, donc similaire à celui des carcasses animales, prouvant relever d'une pratique cannibale ou rituelle. Donc, hormis ces 4 éléments, les conditions de découverte et l'extrême rareté des restes humains avant le Paléolithique inférieur empêchent l'identification d'une quelconque pratique funéraire. Cependant, au Paléolithique supérieur, donc là on est un petit peu plus dans la période recherchée, les rites funéraires évoluent avec des tombes ornementées d'ossements d'animaux, des dépouilles dans de nouvelles positions et des sépultures où on peut maintenant retrouver 2, 3, voire une dizaine de personnes. Donc, parmi les innovations culturelles qui caractérisent le Paléolithique supérieur, celle relative aux sépultures nous offre la possibilité d'évaluer les profonds changements qui marquent sans qu'il y ait une véritable rupture des différences par rapport au Paléolithique moyen. Donc la présence d'un mobilier funéraire et d'une parure clairement associée aux défunts, l'utilisation de l'ocre, l'aménagement de structures sont autant d'éléments qui se retrouvent différemment associés dans ces sépultures et qui attestent de façon inéluctable la volonté d'accomplir un geste funéraire. Donc d'ailleurs, on peut remarquer que l'ocre qui est rouge, qui a la couleur du sang, c'est-à-dire de la vie, on la retrouve beaucoup dans ces sépultures, mais l'ocre aussi va s'associer aux sources lumineuses telles que le soleil de l'aurore ou le feu du couchant. Donc les sépultures du Paléolithique supérieur nous offrent un aperçu parfois très subjectif de la complexité du monde symbolique. Donc on voit l'évolution et la diversification dans le temps et dans l'espace de leurs rituels de mort. Donc dans la phase récente du Paléolithique supérieur, qu'on situe entre moins 19 000 et moins 16 800, les inhumations sont plus nombreuses. Donc il s'agit principalement de sépultures individuelles. Et en France, l'essentiel des sépultures connues date du Magdalénien. Donc pour ceux qui n'auraient pas connaissance de ce terme, le Magdalénien, c'est le nom du site, d'un site préhistorique, donc le site préhistorique de la Madeleine, qui se trouve à Tursac en Dordogne. Donc à cette période, les défunts, ils reposent directement dans la terre, donc ils sont accompagnés d'objets, de parures et dans quelques cas de blocs de pierre déposés à proximité de la tête. Donc c'est assez symbolique. D'ailleurs, côté symbole et histoire, le scorpion, c'est le seul signe qui a 3 symboles qui lui sont liés. Donc le serpent, l'oiseau et le scorpion.
Donc je soupçonne d'ailleurs que le scorpion est d'origine égyptienne. On retrouve d'ailleurs cette notion avec le scarabée. Euh, D'ailleurs, je ferai certainement un podcast sur le Golden Beetle et le scarabée parce qu'il y a pas mal de choses à dire également. Pour rester sur la mythologie égyptienne, donc Serket, qui est une déesse égyptienne, était d'ailleurs souvent représentée comme une femme avec un scorpion sur la tête. Donc ce scorpion n'était pas un simple scorpion puisque c'était une nèpe nommée scorpion d'eau, sous forme de scorpion à tête de femme ou encore déployant de larges ailes pour protéger les morts. Donc Serket, c'est la déesse de la fertilité, de la nature, des animaux, de la médecine, de la magie et des guérisseurs. Elle était aussi la protectrice contre les piqûres et les morsures de venin telles que les piqûres de scorpions. Mais on la voit aussi le plus fréquemment aux côtés d'Isis et de Nephthys, procédant au rite funéraire d'Osiris, donc protégeant ainsi les viscères du roi. En qualité de gardienne des vérités ésotériques, Serket, qu'on appelle aussi Selkis dans la mythologie grecque, incarne la sagesse occulte, ainsi que l'entrée aux sciences mystiques. Donc son lien avec le monde inférieur où demeurent les âmes ancestrales est assez fort. Donc elle joue un rôle clé dans les cérémonies funèbres destinées à garantir une transition paisible vers l'au-delà. Donc on retrouve dans la mythologie égyptienne énormément d'émanations des anciens âges à travers différentes déesses et différents dieux. La célèbre légende de Serket et du roi Scorpion est gravée d'ailleurs dans l'histoire. Donc mordu par un serpent venimeux en plein conflit, le roi était au bord de la mort. Donc sentant son heure approcher, il invoqua les pouvoirs curatifs de Serket. Son appel fut entendu depuis le royaume des défunts où la déesse décida d'intervenir pour sauver sa vie. Donc grâce à ces incantations mystiques, Serket réussit à extirper le poison du corps du monarque et elle lui offrit ainsi une nouvelle opportunité de vivre pleinement sa vie. Donc cette histoire, elle symbolise l'énergie protectrice et réparatrice que possède Serket face aux forces malveillantes. Donc souvent évoquée lors des rituels destinés à repousser les maladies ou autres influences négatives susceptibles d'affecter l'équilibre physique et spirituel des personnes. Le scarabée, d'ailleurs, on revient sur ce symbole, le scarabée sacré, il était aussi associé à Serket. Donc c'était un symbole puissant, vénéré pour son aptitude à éloigner les forces malveillantes. Il symbolisait également la renaissance et le renouveau. Donc les amulettes en forme de scarabée étaient réputées pour attirer des vibrations positives et ces talismans jouaient un rôle primordial lors des cérémonies funéraires pour assurer une transition sereine vers l'au-delà. Donc Serket, c'était un symbole puissant finalement de protection et de guérison. Sa représentation en tant que femme scorpion illustre parfaitement son rôle dualiste, donc à la fois protectrice féroce et dispensatrice d'un antidote vital contre le poison des mortels scorpions. Et on retrouve cette notion aussi avec le mythe d'Orion, puisque Orion est caractérisé comme un être extrêmement beau, d'une beauté incroyable, mais aussi extrêmement féroce, donc dans un principe toujours dualiste. Donc même principe qu'on retrouve avec le principe de renaissance et de renouveau. Donc Serket était presque certainement une déesse mère primitive, associée à son rôle de déesse de la fertilité, et son rôle ultérieur de protectrice contre les créatures vénéneuses, surtout les scorpions, et de gardienne des femmes et des enfants reflète d'ailleurs ses caractéristiques. Donc Serket, elle annonçait aussi les tempêtes de sable et les hordes de scorpions à venir, alors que sa constellation s'élevait à l'est, exactement comme Orion. Donc elle a accueilli les morts à bras ouverts en tant que mère divine et compatissante. Donc pour ce qui est du symbolisme de l'oiseau, on a retrouvé des figurines de déesses oiseaux à travers le monde datant de moins 30 000 à moins 5 000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est un symbole qui s'étend vraiment loin à travers le temps et l'espace. D'ailleurs, on retrouve ces notions dans le livre de Julie Cashford et Anne Baring, qui s'appelle The Myth of the Goddess. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, c'est très très intéressant. Le scorpion, il évoque aussi donc la fertilité. Donc certains cultes à la fertilité peuvent être associés à cet âge du scorpion. Mais il se popularise un peu plus vers l'âge de la Vierge, qu'on verra plus tard. Donc selon, vous allez rire dans la manière dont je vais dire son nom, ça s'écrit M-A-R-J-A, mais j'ai décidé de le dire Marija. Donc Marija Gimbutas, les animaux, les éléments naturels et les symboles utilisés pendant la préhistoire sont de nombreux symboles qui peuvent être assimilés à des symboles spirituels et peut-être à la déesse mère. Donc l'oiseau serait la principale représentation de la déesse qui donne toute chose, aussi bien vie que mort,
bonheur et richesse, alias destin. Donc on retrouve cet aspect du scorpion à travers l'image de l'oiseau. Donc en conclusion, les voiles entre les dimensions sont minces pendant l'âge du scorpion. C'est l'âge du mythe et de la magie plus qu'à tout autre moment. Et des races étoilées, enfin des races d'êtres étoilés, donc, telles que le mythe d'Orion, même si il a été répertorié bien plus tard. Ce sont des émanations qu'ont pu être ces âges qui sont expliqués à travers les différents mythes et à travers les différents archétypes que peuvent représenter les divinités, les géants et les différents personnages. Donc l'âge du scorpion représente les dernières étapes avant l'aube totale du zénith de notre conscience et par conséquent des voyages nécessaires dans le monde souterrain sont entrepris. Donc la conscience collective vit les épreuves à travers différents mythes comme celui d'Inanna, comme celui de Kali, de Durga et les différents mythes qu'on a pu voir, par exemple celui d'Horus contre Seth, etc. Donc c'est toujours des mythes qui cherchent à remettre de l'ordre dans le chaos. Donc ce sont les luttes spirituelles internes qu'on verra d'ailleurs un petit peu plus tard se manifester à l'âge du lion. Donc comme des privations psychiques apportées par les changements de la Terre pour que nous puissions justement plonger dans notre fort intérieur, dans notre conscience et aussi dans la conscience collective et dans nos profonds mondes souterrains afin de les comprendre et de les transcender et de les transmuter. Donc c'est ce qui émane de la guérison. Donc nous voyageons dans le monde souterrain et traitons notre matériel d'ombre. La guérison donc de l'âge du scorpion, c'est d'embrasser à la fois des connexions cosmiques, tout en embrassant simultanément notre côté obscur et en restant fonctionnel dans notre propre dimension. Donc à ce titre, le scorpion symbolise la porte de la conscience, de la connaissance, car comprendre la mort, c'est comprendre la vie, et donc la doctrine cyclique de la tradition primordiale. Voilà pour l'âge du scorpion. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à m'en faire part, en tout cas dans les commentaires, que ce soit sur Spotify et sur YouTube. Et je vous dis évidemment à bientôt pour un nouvel épisode.